Nous sommes intéressés, en tout cas par l'approche départementale, parce que c'est des territoires qui sont relativement précis, qui sont bien, j'allais dire, bien dessinés. Et nos partenaires dans les conseils généraux, on a l'impression à la fois qu'ils possèdent et qu'ils aiment leur territoire. Oui, les droits culturels ne concernent pas que les politiques culturelles, et notre mandat, notre projet, c'est l'analyse des politiques publiques dans leur ensemble au regard des droits culturels. La diversité culturelle, c'est une ressource pour les droits de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'on va aller chercher la diversité des compréhensions de ce que c'est que la vieillesse, de ce que c'est que l'enfance, de ce que c'est que le rapport homme-femme, ô combien sensible, d'aller chercher les différentes conceptions du sang, de la maladie, de la paternité, de la maternité, de la famille, etc., pour essayer d'aller chercher dans la diversité des ressources culturelles et des lieux culturels une universalité beaucoup plus concrète, qui lie concrètement chaque être humain avec son milieu. Non pas pour aller dans du relativisme où finalement chacun va faire sa sauce à lui-même et on n'aura plus de droits de l'homme, mais au contraire, pour comprendre comment dans chaque chemin, dans chaque village, on peut inventer une façon originale d'être un père, d'être une mère, d'être un frère, une sœur, etc., d'être un compagnon, de participer à une communauté politique. Les droits culturels, c'est tous les droits qui touchent à notre processus d'identification. Donc c'est très à l'intime de soi-même. Ce que j'apporte comme savoir, les gens qui m'ont inspiré, ce que j'ai fait qui m'a formé, qui a fait de moi ce que je suis devenue, c'est à ça que je vais me rattacher pour pouvoir interagir. Donc plus je vais violer, à vrai dire, ou plus ces droits-là vont être violés, moins je vais être en possibilité, en capacité d'interagir, de rentrer dans une relation, de participer à la société dans laquelle je suis, et donc d'accéder à tous les autres droits qui sont de toute façon interdépendants. Le travail avec Patrice Merlich a été pour nous très profitable, très instructif, parce que c'est une façon de regarder nos pratiques. Et déjà en soi, finalement, la question des droits culturels, ça nous renvoie à la question de quelle est notre posture. Et c'est un questionnement qu'on doit avoir, quel que soit le champ dans lequel on intervient. Le projet il permet aux 4 départements de croiser finalement des problématiques qui sont les mêmes, parce que quel que soit ce territoire français, la Gironde avec Bordeaux, le territoire de Belfort, frontalier de la Suisse, le Nord, frontalier de la Belgique, l'Ardèche, un endroit complètement différent de ces 3 endroits frontaliers. On se rend compte qu'on a des problématiques de métier et des problématiques de population, d'habitants qui sont les mêmes. Donc ça nous permet, par exemple à nous qui sommes des acteurs de l'éducation populaire, du développement culturel, d'entrer en lien, d'entrer en relation, en dialogue, de façon beaucoup plus formalisée, avec des acteurs de l'insertion sociale, avec des acteurs des collectivités territoriales, là en l'occurrence les départements, et de nous réinterroger ensemble sur nos pratiques professionnelles. Ça, je trouve ça très intéressant, l'hétérogénéité des regards, la question de l'altérité. On cherche à recueillir des cas d'école. Un cas d'école est un cas qui mérite d'être analysé parce qu'on sent qu'il y a des valeurs en jeu. Voilà. Que ce soit parce que c'est une magnifique réussite, tout le monde est content, mais on veut comprendre pourquoi ça marche pour pouvoir continuer. Soit parce qu'au contraire c'est raté et on veut aussi comprendre pourquoi ça a raté pour ne pas recommencer. Et en général, c'est un peu les deux. Le premier effet, c'est qu'en faisant ce travail d'étude de cas, on s'approprie la théorie des droits culturels parce que, pour avoir entendu un peu Patrice, ça ne suffit pas, on a besoin de brouillonner, de tâtonner, de voir comment effectivement c'est opérationnel, ce référentiel ou pas. La deuxième chose,
c'est que en s'observant, c'est-à-dire en observant l'action qu'on est en train de regarder, on est déjà en train de la modifier. On est déjà en train de se dire, ça je pourrais le faire autrement, je pourrais être peut-être plus attentif à cet aspect-là. En rentrant dans le concret des études de cas notamment, on se rend compte qu'on peut sans tabou disséquer un petit peu ce qu'on fait au regard justement des droits culturels et qu'on est dans un espace où on n'est pas dans les espaces habituels à présenter nos actions, à valoriser ceci, cela, parce qu'il y a des élus, parce qu'il y a des instances diverses et variées. Et du coup, qu'on peut aller vraiment dans tout ce qui serait les freins, le positif, le négatif, et que c'est une nécessité. Je pourrais dire que ça m'a ouvert les yeux sur le lien. Les liens entre les hommes, les liens entre nos actions, les liens entre tous les leviers que l'action publique peut avoir. Et les droits culturels, ça c'est apparu tout naturellement comme l'éclairage qui manquait. Moi, je travaille dans un service social, donc mon objectif en participant à cette action, c'est aussi de me donner, j'allais dire, d'appréhender le travail social sous un autre angle. L'angle des droits culturels qui me semble être important pour les personnes qui sont en situation de difficulté et que l'on est censé aider. Comment, en tenant compte de leurs droits culturels et de nos droits culturels également, on peut aller vers un maximum d'autonomie et les aider à reprendre pied peut-être un petit peu plus dans leur vie. Moi, cette démarche qu'on est en train de faire avec les autres départements me permet vraiment d'intensifier ce rapport social et culturel. Et d'œuvrer dans ce sens et de travailler effectivement pour les gens à partir de leur identité culturelle, de les aider à la construire, à la développer. Il me semble que c'est extrêmement important parce que ça nous permet de nous interroger, de nous réinterroger en permanence en ayant ce prisme-là de droit culturel par rapport à la personne. On est tous différents, on a tous des histoires différentes. Et l'intérêt, en fait, c'est clairement de pouvoir échanger sur ça au lieu de faire comme si ça n'existait pas. La conférence que nous avons partagée avec Patrice Meyer-Lich a profondément accroché l'intérêt des chefs d'établissement et des personnes qui participaient, mais en même temps, elle les a profondément questionnés, comme si quelque chose de nouveau apparaissait. Même si ma pratique professionnelle n'est pas en lien direct avec les pratiques culturelles, de me rendre compte qu'on est plusieurs à partager les mêmes valeurs. Et les droits culturels valident ces valeurs-là. Ça nous oblige à faire un travail sur soi. Donc, à partir du moment où on travaille sur soi, on peut après se mettre en lien avec les autres. Et je pense qu'on ne doit pas faire l'économie de ça. Ça nous fait changer la perception du monde, en fait. La perception de la relation à l'autre, la perception de la relation à soi-même dans cette relation à l'autre. Voilà, on change on change d'intelligence. En tout cas, on change de façon de penser. L'idée, c'est que la question des droits culturels soit intégrée comme une orientation transversale pour l'ensemble de nos schémas sociaux qui renvoient, pour rappel, à tous les publics. Et je dirais sur toute la pyramide des âges, de la femme enceinte à la fin de vie. Donc pour l'ensemble des publics, c'est d'inscrire ça donc dans cette orientation politique qui va être valable pendant 5 ans. Et donc, je rappelle juste que pourquoi c'est important et c'est une sacrée avancée, c'est parce que les schémas sont opposables et qu'à partir du moment où on l'inscrit, eh ben on doit s'engager. C'est vrai que l'ambition, c'est quand même de diffuser cette notion-là dans des volets de politique publique, une politique départementale très éloignée, a priori, de la question culturelle, et qui pourtant, à un moment donné, vont rencontrer cette notion et vont s'apercevoir qu'elle est au cœur de leur travail. C'est d'ouvrir le débat, à vrai dire. C'est d'ouvrir un espace où est-ce que les différents points de vue peuvent déjà se rencontrer. En fonction de où on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on a connu, on a des points de vue qui sont différents et qui peuvent s'enrichir énormément. Il y a beaucoup des thèmes, je pense, qu'on soulève qui sont rarement débattus
ou qui le sont très peu dans des espaces publics. Il y a des thèmes qui sont tabous, qu'on évite. Et juste le fait de se donner un espace, à vrai dire, pour pouvoir discuter de ces thématiques-là, permet à tout le monde un peu d'avancer. Pendant cette résidence d'artiste, par exemple, on a vraiment sollicité les habitants du territoire à venir en tant que tête de réseau, c'est-à-dire que les gens qui s'engagent ne s'engagent pas à titre individuel. C'est pas cette démarche qui produit de l'innovation. C'est une démarche qui met en évidence qu'il y a déjà de l'innovation dans les pratiques et ça permet de reconnaître là où il y a de l'innovation orientée par ce souci des droits culturels. Et il me semble qu'il faudrait continuer dans cette voie-là. J'avais eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet lors de la première rencontre, en disant attention à ne pas attendre de l'équipe de Fribourg l'élaboration d'un guide des bonnes pratiques, mais travaillons à l'élaboration d'un guide des bonnes problématiques, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est sans doute, de notre point de vue, ce qui pouvait manquer à l'approche de l'évaluation des politiques publiques jusqu'à présent. Au regard de quoi on évalue? Là, on a décidé, on essaye d'évaluer au regard des droits humains et en particulier leur dimension culturelle.